Combien de personnes meurent chaque année ou voient leur vie même transformée à cause d'erreurs médicales? Mais c'est la faute à qui en réalité? Est-ce que c'est la faute des médecins? Est-ce que c'est la faute du système de santé? Ou même, est-ce que c'est la faute des patients? On en parle dans Les Femmes d'ici. À tout de suite. On a tous une bonne raison de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission préférée de Joe Biden, d'Alassane Ouattara, de toute la Côte d'Ivoire, du monde entier, de tout le monde. En tout cas, on vous aime très, très fort. N'est-ce pas, Dija? Oui, l'émission en question, l'émission qui donne le courage, l'émission qui donne des émotions, l'émission qui guérit, qui soigne les cœurs brisés, l'émission qui restaure, l'émission de la paix, de l'amour, de la solidarité, de l'entraide, l'émission qui vraiment donne du baume au cœur, l'émission du bonheur, c'est l'émission Les Femmes d'ici. 100 ans de protection sur ta vie, ma chérie. On dit quoi, hein? Ça va, et toi? Ça va. Alors, on a dignement représenté l'Afrisec aujourd'hui. L'Afrisec, je précise qu'en fait, on essaie de réconcilier les deux clubs sportifs. Comme on sait qu'il y a Palab, donc moi, j'ai porté jaune, elle a porté rouge. Donc, ça fait l'Afrisec. On est d'accord? Vert. Eh, pardon! Vert, pardon. Moi, j'ai porté jaune et toi, tu as porté le vert. Bon, voilà. On est encore toutes les deux. Oui. Hein, Kadi, qui est encore un peu malade, un gros palu, on lui fait un gros bisou, prompt rétablissement. Et Yasmine à l'étranger. Donc, on vous attend la semaine prochaine. Avec nous, vous nous manquez. Oui, venez. Alors, écoutez, pour parler de notre sujet, je disais en introduction que, voilà, on parle d'erreurs médicales. On sait que c'est monnaie courante. Malheureusement, on ne sait pas quelles sont ces raisons. Et nous sommes aujourd'hui en présence de 3 invités qui vont nous donner leur avis sur la question. Nous avons Zayo Emmanuel Nadège, qui est commerçante. Allez, mais Emmanuel. Nous avons notre juriste préféré de Femmes d'ici, Alistair Cablan. Et nous avons un docteur Osman Chérif, urgentiste. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, je crois que vous, vous êtes un habitué. Hein. Toi, je suis un habitué des Femmes d'ici. Bon, toi, c'est la 2e fois, je crois, que tu viens. Donc, ça va, tu es à l'aise? Un peu. Un peu? Pourquoi un peu? Beaucoup même? Ou bien? Alors, on va commencer d'ailleurs... tout d'abord par Zayo Emmanuel Nadège. Alors, Emmanuel, hein, c'est Emmanuel Nadège, je préfère Emmanuel. Emmanuel, on sait que tu as quand même vécu quelque chose. Il y a un témoignage que tu souhaiterais voilà, nous donner. On peut savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as eu exactement. Après mon accouchement, Tu peux parler un peu plus. je suis allée en salle d'accouchement et puis les choses vraiment ne se sont pas bien passées. D'accord. Comment ça s'est passé? Donne-nous des détails. Quand je suis arrivée Il était en travail. Oui. Je suis arrivée en salle d'accouchement et puis les sages ont récupéré mon carnet. Quand elles ont récupéré mon carnet, bon, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle m'a dit de monter. OK, j'étais en travail. Et elle m'a dit que, bon, c'était pas encore arrivé, qu'elle allait m'injecter un truc, une injection, bon, je sais pas. Un produit. Voilà, pour faciliter, pour m'aider. Pour faciliter l'accouchement. Donc, quand elle a piqué, bon, après, elle m'a dit qu'elle a regardé, elle m'a dit que j'étais à 6 doigts et que j'étais en travail. Bon, quelques temps après, elle m'a proposé de piquer, de faire la 2e injection. Elle piquait où? Sur mon bras. Sur le bras. Sur le bras. Ah oui. Mais elle t'a dit, est-ce qu'elle t'a informé de comment ça allait se passer, de quel type d'injection elle te ferait au bras? Elle m'a juste dit que ça ne fait pas mal. Bon, c'est un truc pour faciliter l'accouchement. Faciliter l'accouchement. C'est tout ce qu'elle t'a donné hein, comme information. J'ai dit OK. Et quand elle m'a piqué, elle a fait la 2e injection, vraiment. Je lui ai dit que j'avais mal.
Et que je lui ai dit, ah, madame, vous venez de me tuer. Elle dit, mais comment ça? Elle dit que j'ai mal et que je ne sentais plus mes pieds. Donc, c'est comme ça, je lui ai arraché l'injection, puis je l'ai giflé avec. Oui, parce que j'étais traumatisée. Tu es calme là, c'est comment tu es nerveuse? Non, j'étais traumatisée. Oui. Là, j'avais... C'était comme si c'était une folie. Ouais. Parce que c'était quoi, la douleur de l'accouchement qui te faisait mal ou bien l'injection? C'était plus la douleur de l'accouchement, mais plutôt l'injection. L'injection qu'elle a faite. Oh oui. Et elle m'a dit, quand ça s'est passé comme ça, je lui ai dit, en fait, je souffre d'une polyarthrite. Et elle m'a dit, vraiment, que Seigneur, je suis désolée. Donc, je lui ai dit que vous venez de me tuer. Elle a présenté ses excuses. Elle a dit, je ne savais pas. Mais je lui ai dit, mais vous avez mon carnet. Vu que quand je suis partie accoucher, je n'ai pas trouvé mon médecin, mon gynécologue. Et avant de partir, je l'ai appelé, son numéro ne passait pas. Mais juste en parenthèse, c'est quoi polyarthrite? Qu'est-ce que tu... Une polyarthrite rhumatoïde, bon, je souffre d'une polyarthrite rhumatoïde depuis la naissance, c'est rhumatisme. Des rhumatismes, c'est ça, docteur? Oui, c'est un peu différent. C'est une autre maladie un peu systémique, mais on pourra revenir dessus. On pourra en parler tout à l'heure, d'accord. Donc, quand le numéro du médecin ne passait pas, je me suis rendue à l'hôpital. Et j'ai demandé à ses collègues, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas là. J'ai dit, OK, je suis sa patiente. Comme ça s'est passé. Quand elle m'a dit, elle a commencé à présenter ses excuses. Je lui ai dit, mais vous avez le carnet. Et normalement, vous devez vérifier dans mon carnet. Elle dit, franchement, je ne savais pas. OK, bon, là, ça chauffait sur moi. Il fallait que j'accouche. Oui. Et j'avais des sérieux problèmes. Je n'arrivais pas à uriner. J'avais vraiment envie de uriner. Donc, il me demandait d'essayer de forcer. Il y avait sa collègue-là qui criait sur moi pendant que je souffrais. Elle me disait comme ça que quand tu es constipée, comment tu fais? Je dis que je suis constipée, je me concentre. Elle dit, concentre-toi alors. Elle criait sur moi pendant que j'avais mal. Et sa collègue me calmait, elle était à mon cheveu, me disait, ça va aller, essaie de faire l'effort. Donc, quand je me suis concentrée, j'ai uriné dans son visage. Donc, elle m'a lancé un louchon. Elle a retiré ses gants, elle est quittée là. Elle est partie s'asseoir pour manipuler son téléphone. Donc, c'est sa collègue maintenant qui était là. Elle me disait, ça va aller, essaie. Je lui ai dit que je ne sentais plus rien. Donc, elle a appelé les gynécologues. Le gynécologue, quand il est arrivé, il est parti s'asseoir sur le téléphone. Oui, parce que c'était un jour de Pâques. C'était une infirmière ou c'était... Non, celle qui était là, c'était une infirmière, les deux. D'accord, sage-femme. Des sages-femmes. Et l'autre, le médecin, même, il était assis quelque part en train de manipuler son téléphone. Donc, quand je lui ai dit que ça n'allait pas, que je ne pouvais pas, elle a appelé le gynécologue quand il est arrivé. Il m'a demandé, vous portez des jumeaux? J'ai dit non, mais vous avez le carnet là-bas. Que je suis enceinte d'un seul bébé. Je dis que vous avez le ventre divisé, on dirait vous portez des jumeaux. Et qu'on va vous envoyer au bloc opératoire. Et la dame lui a dit non, docteur, on peut l'aider. Il a dit non, ne me créez pas les problèmes, partez au bloc avec elle. OK. C'est comme ça, elle m'a dit que vraiment beaucoup de courage, que si ça ne tenait qu'à moi seule, j'allais essayer de t'aider, mais mon patron a parlé. Je ne peux rien faire. OK, nous sommes partis au bloc. Et quand je suis arrivée au bloc, la dame qui piquait l'anesthésie, elle ne m'a pas préparée. Normalement, on devait me préparer à ça, parce que c'est douloureux. Donc, elle m'a dit de m'asseoir, de monter. Je suis montée, elle m'a dit, asseyez-vous, courbez-vous. Donc, quand elle a piqué l'anesthésie, je suis tombée de la table avec la grossesse. Et elle s'est mise à crier sur moi. Elle dit, tu veux me créer les problèmes? Lève-toi là-bas. OK. Je me suis levée toute seule. Je suis remontée. Et je pense bien que c'est 15 minutes après. C'est quelques minutes après, les dames, le gynécologue est venu faire l'opération un peu. Arrivé quelque part, j'avais commencé à convulser. Parce que je faisais maintenant la crise. Oui, de crise de polyarthrite. Oui. Et c'est comme ça courait de partout pour venir me réanimer. Quelques temps après, je me suis remise et puis... Alors, je vais peut-être poser la question au docteur directement. Je remarque que dans toutes les étapes de son accouchement, il y a eu des soucis, en fait. Première étape, c'est que des sages-femmes qui ont le carnet, normalement, s'il y a des allergies, s'il y a des maladies particulières, c'est noté dans le carnet de grossesse.
justement parce qu'on sait que c'est un état de fragilité chez la femme. Donc, il faut être prêt, même si ce n'est pas son médecin qui l'a fait accoucher. La personne qui arrive sait déjà qu'il y a des soucis. Donc, il y a ça. Il y a le traitement, il y a le comportement. les piqûres qu'on fait. On fait une piqûre une fois. Normalement, si ça n'agit pas, on peut peut-être aviser. Est-ce qu'on prend la décision en tant que sage-femme de faire 2 piqûres à la suite pour déclencher un accouchement? En fait, il y a plusieurs questions dans votre question. Vraiment, parce que je ne sais même pas par où commencer. Voilà, il y a plusieurs questions. En fait, ce que je constate avec... comme elle dit, elle était respectée? Oui, ce que je constate avec ce qu'elle raconte, l'histoire qu'elle donne, déjà, depuis le début, la relation médecin ou personnel médical avec patient est déjà altérée. Oui. En fait, en médecine, à l'hôpital, beaucoup de choses sont des successions je n'avais pas dit d'erreurs ou de fautes, mais une faute en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Et c'est vraiment l'un des cas typiques qu'elle est en train d'expliquer. Quand on commence avec une faute médicale, quand on n'a pas expliqué à son patient, quand on n'a pas rassuré le patient, quand la communication... Par exemple, le médicament qu'on lui injecte, et si le médicament est interdit de faire quand on a une polyarthrite rhumatoïde, il n'y a pas de dossier médical informatisé dans beaucoup de centres en Côte d'Ivoire. Si vous commandez un médicament, vous n'êtes pas forcément censé connaître toutes les pathologies des malades quand ils sont en face de vous. Mais il y a un minimum avant de faire une injection. Vous devez vous assurer que le patient peut accepter l'injection. Dans certains pays, on a un logiciel médical. Quand vous voulez commander un médicament qui n'est pas compatible avec le patient, le logiciel même, ça bug, ça refuse. Vous comprenez, on n'a pas ça dans notre pays. Donc, il faut que le médecin consulte tout, il faut qu'il ait tout. Il faut vraiment une concentration très extrême, surtout quand vous avez beaucoup de patients. Je ne justifie pas ce que la sage-femme a fait, parce qu'on voit que tout est anormal dans ce que la sage-femme a fait, dans ce que le gynécologue est venu faire. Mais il faut vraiment expliquer que c'est des successions, c'est des choses qui sont vraiment successives. Et peut-être que, je ne sais pas, l'environnement, s'ils étaient fatigués, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Mais peut-être qu'on va venir dans la définition entre la faute médicale, entre l'erreur médicale, on va peut-être comprendre un peu certaines choses. Voilà, justement, par rapport à ce que tu dis, docteur, on sait que le système médical, de manière générale, n'est pas tout le temps, on va dire, en bon état, que ce soit même en Europe ou en Afrique. Est-ce que, quelque part aussi, elle n'aurait pas pu informer déjà de son état, même si elle a donné le carnet? Est-ce que la patiente aussi, quelque part, n'aurait pas pu aider dans cette démarche-là de compréhension de son état dès le départ? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est à elle de le faire? Ou est-ce que dès qu'on donne le carnet, c'est plutôt au médecin directement de voir le problème? Oui, mais en fait, elle, on ne peut pas l'imputer la responsabilité de n'avoir pas dit au médecin, vu qu'elle a déjà un document qui le dit. Mais comme je le dis, c'est la relation médecin-patient. Vous savez, le médecin, quand il communique avec son patient, le patient se sent tellement à l'aise qu'il fait sortir les informations programmées. Moi, je me rappelle avoir eu un patient qui était allergique à un produit, mais qui ne l'avait pas signalé au début. On avait même préparé le produit, tout. Et c'est quand on voulait lui faire qu'il s'est rappelé que « Ah, mais je suis allergique à ça. Depuis la France, on m'avait dit que j'étais allergique à tel produit. » Alors que quand on lui a demandé ses antécédents médicaux, il avait complètement oublié ça. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, le patient, quand il arrive à l'hôpital, il est déjà stressé. Il est déjà dans un environnement où il pense à sa maladie, surtout une femme enceinte qui a des douleurs. Ce n'est pas pour elle le moment d'avoir souvenance de tout ce qui est antécédent médical. Normalement, si c'est marqué dans un carnet, la responsabilité revient au personnel de santé. Mais encore, je précise que l'idéal serait qu'on ait un système informatique pour ça. Parce que l'être humain reste, quel que soit ce qu'on va dire, il reste un être humain. Il y a des moments où, quand vous avez 50 patients, 60 patients à prendre en charge au même moment, vous avez 2 blocs opératoires qui sont successifs. Une petite minute d'inattention peut coûter de grandes choses à d'autres. Alors justement, en parlant des conséquences, Emmanuel, aujourd'hui, je te laisse terminer ton histoire après le bloc. Comment ça s'est passé quand tu as fini de convulser? Après le bloc, ils m'ont déposé dans une salle, comme toutes les femmes opérées. Déjà, tu as accouché normalement, enfin, tu as accouché, l'enfant va bien? Oui, l'enfant va bien. Et elles ont fini, elles sont parties. Bon, bien avant ça, quand elles ont fini de coudre la plaie, elles ont oublié de protéger ma plaie, elles sont sorties. Et c'est une qui s'est rappelée, elle a crié, elle dit, mais nous avons oublié la patiente. Et c'est comme ça, elles se sont mises à courir pour venir me protéger. Et puis après, ils sont partis me déposer dans une salle. Et l'opération s'est passée à 14h. Ils m'ont fait sortir à 20h. Donc, je demandais au monsieur...
Du T'es bloc. sortie à 20h du bloc? Oui, dans une salle à côté. Après l'opération, on dépose les dames là-bas, puis après on les faisait sortir. Mais moi, je suis restée là. Salle de Toutes les réveil. femmes qui La salle de venaient, réveil. on les faisait sortir, et puis moi, je restais là. Moi, je demandais pas. Ma maman demandait, mais et ma fille, toutes les femmes, on les fait sortir. Elle dit qu'après, ils sont venus donner le bébé. Tenez, voici votre petite. Elle dit, mais et ma fille? On dit, il faut te calmer, elle va bien. Donc, de 14h à 20h, je suis restée là. Moi, je me plaignais, je disais au monsieur, ah, mais depuis là, moi, je suis couchée ici. Il m'a dit, il faut te calmer, calme-toi. C'est tout ce qu'il me disait. Après, j'ai commencé à me plaindre. Je dis, je ne veux pas. Que j'ai peur. Je vais sortir d'ici. Et c'est comme ça, après, il est venu me chercher pour me faire sortir. OK. Et puis, ils m'ont trouvé une chambre, ils m'ont installée. Après, je suis du groupe sanguin O négatif. On m'a dit qu'il y a une injection que je devais faire. Donc, là, ça, je me dit que l'injection coûte 60 000, que l'injection se trouve avec elle. J'ai dit OK. Donc, c'était un dimanche, lundi, mardi. On a dit que c'était le dernier jour. Et puis, ma grande est arrivée. On venait de lui dire que l'injection coûtait 55 000 en pharmacie. Donc, elle est partie acheter l'injection en pharmacie. Je devais aller me faire piquer chez les sages. Donc, elles sont arrivées. Quand je suis arrivée, elles m'ont demandé, tu as eu ça? Oui, j'ai dit, on a acheté ça dehors. Elles me disent, on t'a pas dit qu'on vend ça ici. On t'a pas dit qu'on vend ça ici. Et puis, depuis dimanche, tu as accouché là. C'est maintenant que tu viens faire une injection. Je dis, mais c'est de l'argent. Bah oui. Ça coûte cher. Donc, elles ne se sont pas occupées de moi. Je me suis arrêtée, je ne m'ont pas géré. Elles t'ont pas fait la piqûre malgré. Elles étaient en train de manipuler les téléphones. J'étais sur Facebook. Elles t'ont pas fait la piqûre là. Non. J'ai croisé un ami gynécologue. Il m'a dit, tu fais quoi ici? J'ai dit, je viens d'accoucher. Et que j'étais tout à l'heure en salle d'accouchement, j'ai essayé de lui expliquer. J'ai dit, mais comment? Va te coucher. Elles vont venir te piquer. Donc, c'est dans ton accouchement, là, tu t'es levée, elle t'appelait la Oui. poêlée. Donc, il y a une qui est montée, elle est venue me faire l'injection. Le visage est très serré. Oui. Parce que je n'avais pas acheté l'injection avec elles. Elles ont 5 000 de plus là-dessus. Donc, c'est ça. OK. Donc, on m'a libérée mercredi. Je suis rentrée à la maison. Et 11 jours après, j'ai commencé à sentir des faiblesses au niveau du cou. J'ai dit à ma maman que je ne sens pas mon cou. Elle dit, mais ça, c'est quoi ça encore? Donc, on a essayé de masser avec du beurre de karité. OK. Quelques temps plus tard, un jour, je suis partie à l'hôpital et puis mes chaussures avaient commencé à quitter dans mes pieds. J'ai dit, ça, c'est qu'elle a fait ça. Bon, pour moi, c'est un truc qui va passer. Je vais à l'hôpital, je reviens. Je commence à uriner sur moi. Bon, je ne sentais pas. Donc, j'ai dit, maman, on a fait là, c'est sérieux. Elle dit, quel sérieux, ça? Est-ce que c'est pas parce que le bébé est gros? C'est ce que les voisines même disaient. C'est pas parce que le bébé est gros, il t'a fatigué. Un truc comme ça. OK, des jours passent. J'ai dit, maman, avec ça, là, c'est sérieux. Elle me dit vraiment. Donc, j'appelle mon rhumatologue. Il dit, docteur. Parce que lui-même, avant de tomber enceinte, il m'a dit, si jamais j'étais enceinte, je l'ai appelé. Donc, quand je suis tombée enceinte, je l'ai téléphoné. Et à chaque fois, il m'appelait pour voir l'évolution de la grossesse. Mais je n'ai pas piqué de crise de polyarthrite. Je n'ai jamais eu de migraine jusqu'à l'accouchement. Donc, j'ai appelé le médecin. Il m'a dit que passé. Je suis partie. Il a essayé de me consulter. Mais ce n'était pas des douleurs. C'était des faiblesses, des fourmillements au niveau des articulations. Donc, il m'a prescrit des médicaments. Je suis partie. Et je prenais les médicaments, c'était la même chose. Donc, je l'ai appelé. Il lui a dit, ce n'est pas une histoire de douleur. Parce que quand il y a douleur, on prend les calmants. Mais là, ce n'est plus une histoire de douleur. Même, mais je n'ai jamais vécu ça. Et il m'a fait revenir. Quand il m'a vu, puisque là, je n'arrivais plus à marcher. Donc, j'étais obligée d'aller m'acheter des béquilles. Au début, je me faisais aider. Donc, je ne voulais pas trop fatiguer les gens. Je suis partie acheter mes béquilles. Donc, quand il m'a vu, il dit, quelle histoire est sérieuse, hein? OK, il me donne des airs, il m'a fait, il me dit que, je ne peux pas te laisser rentrer. Il faut qu'on t'hospitalise. Je dis, waouh, moi j'ai un bébé et puis tout ça là. Et puis mes parents ne savent pas. Tu vas continuer à parler de cette histoire assez émouvante pour tout le monde, je pense, mais juste après cette courte page de pub. De
retour dans votre émission préférée Les Femmes d'ici. On parle aujourd'hui des erreurs médicales et nous sommes en présence de Zayo Emmanuel Nadège, Alistair Cablan et Dr Osman Chérif. Yeah. Alors, Emmanuel, on va finir avec, on va dire, ce que tu as vécu. Donc, tu disais que tu étais arrivé à l'hôpital et que le médecin t'a recommandé d'être hospitalisé pour en savoir plus. Alors, J'ai refusé. Je lui ai dit mon bébé était bébé, il ne pouvait pas. Et que la famille ne savait pas. Et puis, il fallait que j'informe la famille. Donc, il me laisse rentrer et puis on va essayer de... Il dit OK. Donc, il m'a donné les IRM, il m'a fait... À un moment, je ne sais pas ce que c'est. Il a demandé le prix, il dit... Ça tourne autour de 700 000. waouh. Ouais. J'ai dit OK. Donc, je suis rentrée à la maison. J'ai rentré à ma maman, elle dit 700 000. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de... Voyez, je suis choriste, j'essaie de rentrer en contact avec mon président de chorale pour qu'il puisse informer la Caritas, les prêtres, pour qu'on puisse m'aider. OK, c'est en cherchant les 700 000, j'ai fait 2 mois à la maison. Dans le même état. Donc, tu ne pouvais pas marcher? Non. Et 2 mois plus tard, mon cas était devenu... J'avais commencé à faire les griffes parce que ça remontait. Des greffes? Des griffes. Des griffes? C'est-à-dire mes doigts étaient comme ça. Et puis tout mon corps tremblait. Donc c'est comme ça, mon président de chorale a dit, je connais un coin, on m'a monté un coin, on fait ça à 250 000 qu'il ne faut pas y faire. Donc quand je suis arrivée là-bas, le médecin qui m'a reçu, elle m'a dit, mais vous avez eu un accident? J'ai dit non. Elle dit, mais vous êtes très jeune, pourquoi on vous demande des IRM? Qui c'est quoi? Donc, je lui ai expliqué. Elle m'a dit que, OK, je vous propose de porter plainte. Alors, avant même d'en arriver là, est-ce que les résultats ont prouvé qu'il y avait un lien entre l'accouchement et le problème de santé que tu as de... De la polyarthrite? Oui, non. C'est-à-dire, vu qu'après cet accouchement... Des effets qui sont arrivés juste après. C'est ça, les effets. Quand j'explique au médecin, on me dit non, ça n'a rien à voir. Quand je leur demande de me dire exactement ce qui a provoqué ça, parce qu'il fallait que je sorte de là. Et ce mal-là, depuis la naissance, je traîne ce mal et puis je n'avais jamais eu de truc. C'était nouveau pour moi. Ouais. Les faiblesses au niveau des nerfs. Donc le rhumatologue, même qui est le médecin traitant depuis, ça faisait 14 ans, lui-même il était étonné. Il a dit... Après les résultats des IRM, il a dit que c'était plus à son niveau, que c'était une histoire de... Ils m'ont envoyé en euro. Il dit que c'est les nerfs, que ce n'est pas à son niveau. Donc, je suis partie en euro. Quand je suis arrivée en euro, avant encore, j'étais à l'abattoir. Oh oui. C'est encore une autre histoire. Oh oui. Parce que les IRM n'ont rien donné. On m'a dit que tout était normal. Tout était normal. OK, donc arrivé là-bas, je suis hospitalisée. Et bon, les médecins, à chaque fois, aujourd'hui j'ai un nouveau médecin, demain c'est comme si tu es devenu cobaye, chacun vient faire ce qu'il veut sur toi. Oui. Alors, Alistair, moi je voulais aussi demander ton avis de juriste. Déjà, est-ce que tu es confronté ou est-ce que tu as été confronté à ce genre de situation où des personnes sont venues t'expliquer des erreurs médicales et porter plainte? Oui, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir pour parler des erreurs médicales au sein des hôpitaux. Mais d'abord, pour bien comprendre, pour bien expliquer ce que madame aussi a donné comme témoignage, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'une erreur médicale ici. L'erreur médicale, vous comprenez, l'erreur médicale, c'est une erreur commise par un professionnel de la santé, à l'occasion de soins médicaux ou de soins chirurgicaux. Donc, vous voyez, ça veut dire que le professionnel de la santé, l'erreur médicale peut être occasionnée par un pharmacien lorsqu'il donne des médicaments périmés. Ça peut être créé par un laboratoire, ça peut être occasionné par un laboratoire lorsqu'il donne de fausses analyses. Et encore, ça peut être occasionné par une sage-femme ou par un médecin. Donc, il ne faut pas qu'on pense seulement aux médecins qu'il y a l'erreur médicale. C'est plutôt aussi le laboratoire peut occasionner une erreur médicale et plusieurs personnes. Ici, quand vous expliquez vraiment, je suis ému. Mais le problème ici, quand vous allez au tribunal pour vous plaindre, le juge demande une expertise médicale. Avec ce que vous expliquez, je n'ai pas entendu que vous avez fait une expertise en tant que médicale. Peut-être que je n'ai pas entendu. Mais une expertise médicale. Parce qu'avec ce qu'elle explique, ça montre qu'elle avait des antécédents. Alors, le juge va analyser avant et après.
avant, madame avait ça. On peut dire aussi que c'est peut-être l'état de la grossesse qui multiplie les hormones dans le corps. C'est ça, qui multiplie les hormones dans le corps qui a pu créer ça. Est-ce que vous avez eu un enfant avant ça? Non, c'est votre premier enfant. Donc, le juge va ordonner une expertise médicale. Et quand il va ordonner une expertise médicale, avec le résultat de l'expertise médicale, il va savoir s'il doit sanctionner l'hôpital ou le médecin ou pas. Alors, est-ce qu'il ne serait pas opportun d'avoir un service juridique dans les hôpitaux pour justement recevoir ce genre de plainte-là? Parce que je suis convaincue que si elle avait eu un suivi correct. Dès son entrée dans l'hôpital jusqu'à sa sortie, peut-être que ça aurait pu être évité ou alors le mal aurait été amoindri. Mais déjà qu'on ne prend pas le soin de lire son carnet, on lui fait des injections à tout va, comme si, voilà, on te fait une injection, on a l'impression que ça ne va pas assez vite pour nous, on t'en fait une deuxième, on te met sur un lit d'hôpital pour te faire une anesthésie, tu t'écroules, tu tombes, sachant qu'il y a des problèmes de... Il y a énormément de choses qui, pour moi, justifieraient en fait les effets secondaires de son accouchement. Effectivement. Il y a un service juridique dans des hôpitaux. Ce n'est pas dans tous les hôpitaux, mais dans quelques hôpitaux, il y a un service juridique. Mais le rôle du service juridique, c'est plutôt des solutions que vous êtes en train de donner pour éviter ces problèmes aussi. Le problème aussi en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a le problème de quoi? Comment on appelle ça? Les médecins ne sont pas informés de leurs droits d'abord de 1. Lorsque aussi on les veut... médecins. Oui, les médecins. Souvent, parce que vous savez qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici. Il y a le code de déontologie médicale qui est régi par la loi 62-248 du 31 juillet 1962. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ce code de déontologie prévoit seulement, article 1, article 2, les devoirs des médecins. Mais ici, il n'y a pas un modèle de loi pour montrer qu'on peut engager la responsabilité délictuelle d'un médecin, d'un infirmier et autres. C'est en France, il y en a plein, avec la loi Kouchner de 2002. Et puis, il y a plusieurs services comme le CRCI ou l'ONIAM, Office pour l'indemnisation des accidents médicaux. Mais en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas ça. Donc, quand vous dites, est-ce qu'on peut avoir un service juridique dans les hôpitaux? Effectivement, ce qui serait l'idéal, c'est de mettre un service juridique dans plusieurs hôpitaux afin d'éviter cela aussi. Et puis de mettre en place aussi des dispositions juridiques pour pouvoir pour montrer à la population comment engager la responsabilité délictuelle d'un médecin. Ici, nous n'avons pas ces dispositions juridiques. Non, mais je vous laisse... Juste répondre un peu à ce qu'il a dit. Mm-hmm. En fait, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle l'attitude du bonus medicus. C'est-à-dire que quand un médecin fait un acte sur un patient, normalement, il y a des recommandations internationales pour chaque acte sur un patient. Par exemple, si je vous traite sur le paludisme, je ne traite pas parce que d'une façon dont je veux, moi. Il y a des recommandations internationales. Donc, tout médecin doit adopter l'attitude du bonus medicus. Quand un médecin a une attitude vis-à-vis d'un patient, on interroge l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Il y a un service juridique de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire où on demande quelle est l'attitude du bonus medicus dans ce cas typique-là. Donc, le siège de l'Ordre va commissionner quelqu'un qui va venir donner l'attitude de bon médecin. C'est-à-dire que qu'est-ce que le médecin normal, selon la formation en Côte d'Ivoire, on doit faire. Et si un médecin s'est éloigné de cette attitude-là, il s'est considéré comme étant une faute médicale. Il faut maintenant bien comprendre que les fautes médicales ne sont pas seulement en Côte d'Ivoire. Dans tous les autres pays du monde, parce que certains patients, ils pensent que c'est le système de santé de notre pays qui est forcément mauvais. C'est pour ça qu'on a ce genre de cas-là. Je disais qu'aux États-Unis, où il y a le plus grand plateau médical pratiquement au monde, on a entre 40 000 et 200 000 personnes. Chaque année, l'année 2022, c'était environ 120 000 personnes qui ont subi des erreurs médicales. Donc, ça existe un peu partout. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que comme le juriste, vraiment, il a très, très bien expliqué, il faudrait aller jusqu'au lien de causalité. C'est-à-dire qu'on a un dommage, on a un acte. Qu'est-ce qui prouve que c'est l'acte qui a créé le dommage? C'est ce qu'on appelle le lien de causalité. Tant qu'on n'a pas établi un lien de causalité entre deux actes, on ne peut pas attaquer le médecin. Elle, dans son cas, par exemple, je vais vous expliquer deux petites choses médicales concernant ce qu'elle a expliqué. Première des choses, il est possible, je ne dédouane pas les médecins, il est possible que ça soit une erreur médicale. Pourquoi? Par exemple, dans ce qu'on appelle les injections d'anesthésie.
il y a une zone où on doit faire une injection d'anesthésie. Il y a une zone normale, acceptable, où on fait l'injection. Pas trop... La péridurale, là, on parle de la... Non, pas la on parle de l'autre on injection appelle sur la le bras. rachianesthésie. D'accord. La péridurale, c'est pour empêcher qu'on ait un accouchement avec douleur. Oui, oui, mais c'est là, ça. ce qu'elle a subi, Mais elle a eu aussi Non, une elle a eu une péridurale. césarienne. Non, elle a une C'est césarienne, donc l'anesthésie de c'est la césarienne. rachianesthésie. Ah. Ça s'appelle en médecine la Ok. rachianesthésie. C'est une anesthésie qui est faite pendant que vous êtes éveillé et on vous pique que dans le dos. Vous êtes éveillé, vous ne dormez pas pendant D'accord, l'anesthésie. ok, Ça c'est s'appelle la rachianesthésie. Donc, elle a subi une rachianesthésie. Il y a une zone où on doit faire la rachianesthésie. Tous les médecins anesthésistes sont formés pour faire l'anesthésie dans la zone exactement. Ce que je suspecte dans ce qu'elle explique, c'est que imaginez-vous que la zone a été piquée à cause de sa polyarthrite rhumatoïde, la zone est difficile. L'anesthésiste, s'il n'est pas peut-être expérimenté, il va essayer d'aller un peu plus haut ou un peu plus bas. Je pense peut-être même qu'il allait un peu plus bas, vu les symptômes qu'elle décrit, incontinence urinaire et tout ça. Peut-être qu'ici, il est allé un peu plus bas et qu'il a piqué ce qu'on appelle la queue du cheval. Ce sont des nerfs qui descendent vers les pieds. Ça peut créer ce qu'on appelle un syndrome de la queue du cheval. Et ça peut donner un peu les signes qu'elle a. Est-ce que le fait d'avoir piqué, c'est un aléa thérapeutique? L'aléa thérapeutique, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que le médecin a fait quelque chose en pensant bien faire et c'est une complication normale, pas normale, mais c'est une complication qui est décrite de l'acte. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que le médecin ne sait même pas qu'on doit piquer dans la zone? Il est allé piquer complètement un peu plus bas et il a créé le dommage à la dame. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, comme le juriste a dit, il faut une expertise. Hein. On doit vraiment faire une expertise. Déjà, je suppose que l'expertise n'est pas gratuite. Ça va dépendre de qui demande l'expertise. Si c'est une ONG, par exemple, dans certains cas, il y a des voies sociales pour Mais justement, pour ça. Emmanuel, pour en revenir à toi, quand tu as commencé à justement avoir tous ces symptômes et tout ça, tu t'es posé la question ou est-ce que tu t'es dit que tu vas porter plainte? Parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a une dame qui te disait il faut porter Oui, plainte. ce qui a fait les IRM, elle m'a dit de porter plainte. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine pour moi. Pour moi, peut-être, d'aller faire 6 mois dans un fauteuil roulant et puis me remettre sur pied. Donc, je lui ai dit que ce n'était pas la peine. Donc, elle m'a laissé son numéro. Elle dit, si jamais vous changez d'avis, entrez en contact avec moi. Et est-ce que tu souhaites porter plainte? Si vraiment tu... Ça fait combien de temps même que ça t'arrive? 6 ans. 6 ans. Ah oui, ça fait longtemps. Moi, ce que je remarque de manière générale sous nos contrées, hein, c'est qu'effectivement, il y a des erreurs médicales un peu partout, mais je trouve qu'ici, les patients ont un peu peur d'aller jusqu'au bout des procédures. C'est ça. Voilà, moi, j'ai un ami qui est décédé d'une erreur médicale, mais bon, la famille se dit toujours non, on va laisser à Dieu, on va laisser... Qu'est-ce qui fait, en tant que juriste, peut-être que les patients ou les familles ont peur d'aller jusqu'au bout des procédures? Il y a aussi les frais du tribunal. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? Je réponds aussi à la question. Oui. Quand vous partez au tribunal, vous initiez la procédure sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Tout fait quelqu'un qui cause à autrui un dommage oblige à celui qui l'a causé à le réparer. Il faut prouver l'existence de la faute, du préjudice et du lien de causalité. La première difficulté, c'est qu'on n'a pas le dossier médical du patient. Quand vous partez dans certains hôpitaux, demandez-leur le dossier médical de votre patient. Souvent, ils refusent. Vous êtes au courant de ça. Certains hôpitaux refusent. Il y a eu même des témoignages au Cameroun où, malgré les injonctions du juge, l'hôpital a refusé de donner le dossier médical. Et il y a eu des témoignages. Quand vous regardez sur Internet, vous allez voir certains témoignages dans certains coins, l'hôpital a dit que l'ordinateur s'était planté. Vous comprenez? Mais c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que l'hôpital refuse de donner... Bon, quand vous allez prendre le dossier médical, c'est clair que vous allez pouvoir, s'il y a un expert, il va pouvoir démontrer qu'il y a une faute ici, claire et nette. Selon ce qu'il a dit, hein, l'opération, Oui, le mais modus de toutes les façons, le dossier médical en Côte d'Ivoire, il est écrit à la main dans 90% des hôpitaux. Donc, quelque chose qui est écrit à la main. Moi, je ne sais pas comment vous allez... Ça peut se réécrire de la même façon qu'on a écrit hier. On va le réécrire aujourd'hui, on va le réécrire demain. Donc, moi, je pense que l'une des solutions à ça, c'est d'aller vers l'informatisation des choses. Ouais. Quand les choses seront informatisées, moi, ça fait plus de 5 ans que je clame ici en Côte d'Ivoire qu'on a besoin d'un système informatique pour tous les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si un jour on sera entendu, mais vraiment, il faut ça. Parce que vous imaginez quelqu'un a 10 antécédents, 20 antécédents, 30 effets secondaires. Mais comment voulez-vous qu'il ait le temps de nous dire tout ça aux urgences quand il arrive pendant qu'il est dans le coma ou il est dans une situation? On a besoin que tout soit écrit. Sans vous couper, Oui. dans un témoignage ici, ils ont dit que le service informatique s'était planté. C'est comme ça qu'ils avaient dit. Vous pouvez Mais voir ça. qui demande le dossier médical? Le dossier médical peut être demandé, par exemple, si le patient est décédé, on suppose, oui. la famille peut On va demander le laisser dossier terminer le médical. juriste.
la famille peut demander le dossier médical. Maintenant, si vous voulez initier une procédure, vous pouvez demander aussi votre dossier médical. Ou bien, ce n'est pas possible? Normalement, Aurélie, excuse-moi d'intervenir. Allez-y, je Excuse-moi vous laisse. d'intervenir. Non, Très en fait, bien. Très bel échange. le dossier médical, il est demandé, par le patient lui-même. C'est son dossier à lui, ou par le juge. Le parent ne peut pas demander le dossier médical. Même en cas de Même décès? imaginez-vous que votre époux a une maladie qui faisait partie... Attendez, ça devient très intéressant. On va... Lorsque le Attendez. patient est décédé, j'ai précisé. Oui, je veux D'accord. juste Non, dire, donc, Aurélie, même quand le Aurélie, patient décède, le parent n'a secret pas le droit? médical ne s'arrête pas au décès du patient. Je veux répondre à votre question, c'est très D'accord, important. ok. J'ai une maladie honteuse. Si je décède, personne n'a le droit de savoir la maladie honteuse en dehors du fait que le juge trouve qu'il y a une situation qui nécessite, je ne sais pas, une enquête ou qu'on a besoin de savoir. Mais je ne prends pas le dossier médical pour donner à la femme de tel ou à l'oncle de tel parce que ça ne se fait pas en Même médecine. les enfants, la femme, le conjoint, tout ça, Même personne. les enfants, la femme, le conjoint n'a pas le droit. Bon, tout c'est ça, le là, ça juge devient ou un le peu patient compliqué. lui-même. Quand quelqu'un veut porter plainte, elle, par exemple, elle peut aller dans son hôpital pour dire « je veux mon dossier médical ». On a l'obligation, tout médecin a l'obligation de donner le dossier médical du patient. Ce sont ses informations à lui. Mais une autre personne, même s'il est proche, il n'a pas forcément le droit de connaître. On a vécu des situations où c'est le VIH-Sida, où la femme va aller raconter partout après que mon mari est mort de ça. Mais alors, attention. Comment Elle a le prouver qu'il y a une erreur médicale à partir du moment où on n'a pas droit à avoir le dossier de la personne? On en parle après la pub. De retour dans cette palpitante émission sur les erreurs médicales. Je sais aujourd'hui que ça va faire parler beaucoup de monde, mais au moins, on espère qu'à la suite de ça, des solutions seront trouvées pour tout le monde, patients, médecins, comme les hôpitaux et le système médical. Et nous sommes toujours en présence de Zayo Emmanuel Nadège, Alistair Cablan, juriste, et Osman Chérif, docteur, notre cher docteur, qui justement disait tout à l'heure qu'on n'a pas donc le droit de pouvoir avoir accès. Mais si on veut aujourd'hui prouver une erreur médicale, docteur, j'ai dit docteur, monsieur le juriste, comment on peut faire ça? Oui, c'est compliqué. Voici la difficulté ici fait que quoi? La procédure qu'il y a eu lieu au tribunal du commerce pour une dame qui avait initié sa procédure pour demander réparation du préjudice, elle avait initié sa procédure sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Faute, préjudice, lien de causalité. Elle avait demandé aussi son dossier médical. Ah, ok. Elle pouvait le faire. Elle avait demandé son dossier médical. On lui a donné son dossier médical et avec le juge qui avait ordonné une expertise médicale, le rapport de l'expertise médicale montrait que le médecin, l'hôpital qui avait fait l'opération et autres, avait fait une erreur. Dans ce cas précis, le juge a dédommagé la dame à hauteur de 40 millions. Voici comment ça s'est passé. Donc, si madame aussi qui est là veut faire une procédure judiciaire, c'est tellement simple. Elle peut contacter un avocat qui va maintenant, elle va se baser sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Mais là, le juge maintenant peut ordonner une expertise médicale qui est aux frais du demandeur, qui sera à vos frais. C'est ça. D'accord, mais moi j'ai envie de demander à Emmanuel, est-ce que 6 ans après, tu ne marchais pas avec des béquilles, tu arrivais à te déplacer sans béquilles? Et c'est à la suite de tout ça qu'aujourd'hui, tu te déplaces avec des béquilles. Donc, en fait, ça a eu un impact considérable sur ta vie. Comment tu vis au quotidien aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à travailler? La même vie. C'est devenu compliqué. Il y a certaines choses que je n'arrive plus à faire. Et puis, il faut dire que ce n'est pas facile. Et est-ce que tu as eu les différents traitements que tu as eus ont réussi à plus ou moins baisser les symptômes que tu avais, les fourmillements et tout? Oh oui, le neurologue m'a dit que c'est la rééducation. D'accord. Donc, je fais la rééducation. Maintenant, je suis fatiguée, j'ai arrêté. Oui, j'imagine. Mais aujourd'hui, par rapport à il y a 6 ans, il y a quand même une petite évolution sur ton état. Oh oui. Tu arrives au moins à mieux marcher, même si tu marches toujours avec des béquilles? Oh oui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui... Vas-y. Moi, quand je parlais de services juridiques tout à l'heure dans les hôpitaux, c'était vraiment pour le cas où elle venait d'arriver. Donc, c'est une femme qui est en travail, qui arrive dans un hôpital. Je pense que la prise en charge est quand même déterminante pour la suite des événements. Et le constat que personnellement j'ai fait dans certains hôpitaux, c'est que quand tu arrives et que tu avais l'habitude d'être traité par un médecin X,
et qu'il n'est pas là, c'est compliqué pour les autres de faire le suivi, alors que pour moi, tout est écrit. Donc, n'importe quel médecin qui prend ton dossier devrait pouvoir te suivre sans paniquer ou quoi. Mais quand tu arrives que ton médecin n'est pas là, pour te trouver quelqu'un qui va te prendre en charge, c'est extrêmement compliqué. Tu vas t'asseoir pendant des heures à attendre que quelqu'un veuille bien savoir de quoi tu souffres, en fait. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas normalement une suite, un gynécologue qui traite une femme enceinte, quand elle arrive, que ce gynécologue n'est pas là, qu'il y a une autre personne qui peut prendre le relais sans souci? Ça, le problème de la centralisation. Ça se fait, en fait, voilà. Mais c'est par rapport à... C'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport aux données. Vous savez, dans le carnet de femmes enceintes, on ne met que des informations pour les femmes enceintes. C'est-à-dire que quand elle a fait ses consultations prénatales, la taille de l'enfant, etc. Mais par exemple, les informations de sa polyarthrite rhumatoïde ne seront pas forcément tout dans le carnet de femmes enceintes. Le médecin rhumatologue a dans un dossier qu'il a gardé chez lui en rhumatologie, qui n'est pas forcément dans le service de gynécologie. Donc, il n'y a pas de lien entre le service de rhumatologie et le service, même ce qu'elle a aujourd'hui. Si elle doit accoucher une prochaine fois, ça ne sera pas marqué dans un dossier bien déterminé que madame a accouché, qu'il y a eu telle complication. Il faut qu'elle réexplique tout ça oralement comme ça. Mais donc, quand on parle de dossier médical, ça veut dire que si je vais en rhumatologie, j'ai un dossier là-bas? Oui. Mais à quel moment on centralise tout ça pour me faire un dossier? C'est ça le problème. Voilà. C'est ce que même le docteur veut, parce qu'il n'y a aucune centralisation. Ça, c'est un gros problème. C'est un problème. Parce que comme je sais par exemple qu'en Europe, en France, par exemple, tu as la carte de santé. Donc, que tu ailles dans un hôpital X dans le nord ou dans le sud, quand tu donnes ton numéro de carte de santé, ça centralise en fait toutes les données. C'est ça. Donc, je pense toujours, est-ce que ça ne se tend pas, ça tend pas à se faire actuellement, surtout avec la nouvelle carte d'assurance universelle qui se fait? Est-ce que ça, il y a à l'intérieur de cette carte, enfin, s'il y a un numéro, on peut... En fait, certains sont en train de dire que c'est vers ça qu'on va aboutir lorsqu'on va faire l'assurance. Mais en réalité, ce n'est pas lié. C'est pas du tout lié. Voilà, c'est pas... Alors, moi, ce que je veux juste lui demander, je ne sais pas si c'est possible, les deux petites questions que je veux lui demander. La première, c'est que, est-ce qu'actuellement, elle a un ressentiment contre le personnel de santé? Je le dis parce que quand je parle avec certaines patientes, ça développe parfois un sentiment de haine vis-à-vis du corps médical. Est-ce que vous pensez que vous avez ce sentiment? Non, je n'en veux personne. Mais... quand souvent, il y a des femmes qui vont accoucher, puis elles meurent là-bas, ça me rappelle. Donc, ça fait que tout m'énerve en même temps. Et je me dis que les gens ne font pas leur travail. Est-ce que vous avez eu un psychologue qui vous a suivi après ça? Bon, l'histoire est longue. Oui. Bon, j'avais commencé avec la dépression après. Bien sûr. Et puis, c'est une amie psychologue qui m'a appelée un jour et puis... il n'a pas aimé ma manière d'échanger parce que c'était étrange pour lui. Et puis, il m'a appelé 2 fois, 3 fois. Il a dit non, il faut que je passe te voir. Et quand il est arrivé, il m'a regardé et dit il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que bien avant ça, souvent, je parlais seule. Et puis, je demandais à ma cousine qui était à mon chevet, mais j'ai parlé, non. Elle me regardait. Bon, souvent, il riait seul. Donc, quand il est arrivé, il dit non, que tu as un sérieux problème. Au début, je refusais. Mais il a essayé de travailler avec moi sur 1 mois et puis j'ai commencé à me retrouver. Alors, moi, ce que je voulais demander toujours aux juristes, on parlait du fait que les familles n'ont pas le droit d'avoir accès au dossier médical du patient, ce qui pose un autre problème, parce qu'on connaît des personnes aujourd'hui qui sont décédées et dont les familles sont persuadées que c'était à cause d'une erreur médicale, parce que la personne était en bonne santé, elle avait fait ci, elle avait fait ça, et puis bon, en tout cas, ils se sont dit qu'ils sont persuadés. Mais comment entamer une procédure, je veux dire, envers une personne qu'elles estiment être responsable, si elles n'ont pas la preuve qu'il y a un problème? Vous savez, ça m'étonne un peu quand on dit qu'on ne peut pas avoir accès au dossier médical. Parce que le cas du Cameroun... Sauf en présence du juge, ou sauf si le juge demande. Ce qui s'est passé, il y a plusieurs méthodes. On demande au juge de contraindre l'hôpital à donner à la famille. C'est possible. Donc, il y a eu plusieurs injonctions qui sont faites au Cameroun, dans un cas au Cameroun, plusieurs injonctions qui ont été faites à l'hôpital, mais l'hôpital a refusé. Finalement, les gens ont désisté et ils ont laissé la procédure. Ici, un parent peut avoir, en cas de décès, s'il va devant le juge qui ordonne à l'hôpital de remettre à la famille, ça va se faire. Ça va se faire. Une injonction du juge dit à l'hôpital de remettre, ils vont remettre le dossier médical. Mais je pense que vous dites la même chose. Lui, il dit qu'il n'y a que le juge qui peut autoriser
L'hôpital où le médecin a donné le dossier médical en cas de décès. Voilà. Ok. En fait, la réponse, c'est que la famille va voir le juge et le juge demande simplement à l'hôpital. L'hôpital transmet au juge, mais pas à la famille. Mais pas... Ah, L'hôpital transmet au juge. Pourquoi l'information doit rester avec le juge? J'explique que les informations médicales ne sont pas... Ce sont des informations personnelles. Oui. Et qu'il y a certaines maladies qui sont des maladies honteuses, qui gênent même la... C'est marqué dans la déontologie médicale. Le secret médical ne s'arrête pas après le décès du patient. Oui. Donc, même après que quelqu'un soit décédé, on n'a pas le droit de donner ces informations à d'autres personnes. Mais on sait aussi que les médecins, c'est eux qui portent, on va dire, comment on dit ce terme-là, qui font le serment d'Hippocrate. C'est ça. Ce qui veut dire que s'il y a une responsabilité aujourd'hui, ils peuvent arrêter, on peut leur interdire de travailler. C'est ça. Mais par exemple, des infirmières, qui vont faire accoucher des dames ou qui sont là, qui sont désagréables, qui insultent ou qui font des erreurs de traitement, comment est-ce qu'elles, on peut les juger? Comment ça se passe de manière générale? Oui, en fait, interne? il y a la responsabilité dans l'hôpital, elle est individuelle. Ok. Le médecin a une responsabilité personnelle, l'infirmier a une responsabilité individuelle, de la même chose que la sage-femme, etc. Donc, il y a certains actes qui sont dévolus uniquement au médecin. Ce n'est pas un acte infirmier. Il y a des actes aussi qui sont infirmiers, qui ne sont pas médicaux. Donc, si par exemple, un infirmier fait une injection et qu'il fait mal son injection, on ne dira pas que c'est le médecin qui est fautif. C'est un acte d'un infirmier, donc c'est lui qui l'a mal fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que notre système de santé, si vous voyez qu'on se bat tous, médecins comme population, pour avoir un bon système de santé, c'est parce que moi, je reproche aujourd'hui à la justice de donner trop d'individualisation aux sanctions. Parfois, les sanctions ne sont pas individuelles. Parfois, la responsabilité, là, Elle est générale. elle n'est pas Elle est individuelle. globale. C'est une responsabilité globale. Quand moi, je travaille aux urgences, je vous assure qu'à partir de 40, 50 patients, mon cerveau commence à bugger. Mon cerveau c'est bug. vrai. Je reçois des patients qui vont me dire, qui vont m'expliquer des Certains symptômes. hôpitaux À cherchent un moment donné, le gain. voilà, à un moment donné, l'histoire même que le patient te raconte, il y a une grosse partie, votre cerveau est sorti, votre cerveau revient après. On est des êtres humains comme tout le monde. On peut faire des erreurs comme tout le monde. Le problème avec nous, c'est que nos erreurs, ça engage la vie humaine. C'est ce qui fait que c'est difficile. Donc, il faudrait qu'on soit mis vraiment dans des conditions de vie et de travail qui sont très, très, très intéressantes pour ne pas que ces genres de choses arrivent. mais moi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune. Hein. Je devais avoir 5 ou 6 ans. J'étais malade. J'étais à l'hôpital avec, je ne sais plus si c'est mon père ou ma mère, en tout cas un de mes parents. Et on m'a fait une injection. À la suite de cette injection-là, j'ai fait 3 semaines couchée. Wow. J'arrivais plus à marcher parce que le pied était complètement... Je ne le ressentais plus. Et ça faisait super mal. Au début, ça faisait mal. Après, je ne le ressentais plus, donc je ne pouvais pas marcher. On me portait pendant 3 semaines. Donc ça, après, bon, c'était un médecin que la famille connaissait. Donc évidemment, on essayait de masser un peu. Dieu merci, j'ai pu remarcher. Mais je sais que pour certaines personnes, ça reste comme ça. Ça. Et l'erreur est là et ça reste comme ça. Alors malheureusement, je pense qu'il y a tellement de choses à dire. J'espère qu'on aura l'opportunité d'en reparler sur une autre émission. Mais je vais vous laisser quand même terminer, de donner votre dernier mot pour éviter les erreurs médicales. Quelles sont les participations de tout un chacun, que ce soit du domaine médical, des patients. Et vous aussi, toi aussi, tu diras un peu ce que tu veux. Voilà, de manière courte. En fait, pour conclure, je veux dire simplement qu'en Côte d'Ivoire, le nombre d'erreurs médicales est assez méconnu. Parce que beaucoup de patients ne jugent pas nécessaire, comme vous l'avez dit, de poursuivre les choses jusqu'à la fin. Oui. Parfois même, je dis aussi, c'est à la fois positif et négatif parce que ça permet souvent à certaines familles de faire le deuil. Parce que plus on cherche, parfois c'est difficile de faire le deuil de certaines choses. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de zéro erreur médicale dans aucun pays au monde. Ça n'existe pas. L'objectif en termes d'erreur médicale, c'est de minimiser au maximum. On doit faire en sorte que les conditions de travail, les conditions de relation médecin-patient, la bonté qu'il doit avoir entre le médecin et son patient doit diminuer au maximum le taux d'erreur médicale en Côte d'Ivoire. Et je pense que nous sommes sur la voie en Côte d'Ivoire, mais cette informatisation que nous demandons là, vraiment, ça va énormément diminuer pour ces erreurs. D'accord, OK. Alors, Alistair, rapidement, et pour finir. D'accord. L'informatisation ne réglera pas grand-chose, puisque aux États-Unis, c'est la même chose qui se passe. Ouais. Tout ce qu'on doit faire, c'est de sensibiliser la population sur comment engager la responsabilité civile d'un médecin ou d'un hôpital. D'accord. Et toi, Emmanuel, rapidement, terminé. Ça va aller?
Ça va. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Double Millionnaire.